Salut Thomas, Salut Colas. tu vas bien? Très bien. Je suis hyper content de t'accueillir ici sur la chaîne Autrement. On va pas faire genre on se connaît pas, on se connaît très bien. Mhm, Mais pour les personnes qui te connaissent pas, pour les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter ou nous regarder aujourd'hui, mhm. tu es expert carbone, on peut le dire comme ça. Tu es aussi un membre actif de la communauté des shifters en Belgique. Tu es également prof à l'IEX et surtout tu es le cofondateur de Neo et Néa. On en parlera peut-être un petit peu après. Est-ce que déjà cette définition elle te convient? Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as démarré ton engagement pour ces causes-là? Alors la définition convient très bien, y a pas de souci. Pour parler de mon engagement, je pense que c'est important de parler peut-être de moi, de qui je suis et comment j'en suis arrivé là. En quelques mots, moi j'ai grandi, je suis né à Wem, c'est un petit village, c'est 2000 habitants. Ça veut dire qu'à Wem, quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit bonjour, quand on sort du bus, on dit au revoir. C'est-à-dire qu'il y a une considération de l'autre. C'est quelque chose qui est un peu en moi, considérer l'autre d'une certaine manière. De là, et puis après, d'autres éléments qui sont importants, c'est mes grands-parents. Mon grand-père vendait du charbon, c'est assez ironique par rapport à la suite de l'histoire. Ma grand-mère était femme au foyer. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Mon grand-père a travaillé jusqu'à passer 85 ans. Ma grand-mère est couturière, du côté de ma mère. Mon grand-père était boulanger. Et pareil, elle a vraiment travaillé. Ma grand-mère, elle travaille encore aujourd'hui, elle a 93 ans. Et le coût encore. Et donc c'est vraiment, le travail a toujours été une valeur très importante pour eux et qui les ont inculqués à leurs enfants, à savoir mes parents. Mes parents, eux, ont été les premiers de leur génération à faire des études supérieures. Mon père est ingénieur et ma mère a fait une formation d'infirmière sociale et elle a été assistante sociale. Et donc pendant toute sa vie, une bonne partie de sa carrière a consisté à aider les gens d'une certaine manière, accompagner les gens en difficulté. Et à Wem, ce petit village dans lequel j'étais, je croisais de temps en temps des personnes qui avaient été aidées par ma mère. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une grande reconnaissance de ces personnes qui me disaient que ma mère les avait beaucoup aidées, beaucoup écoutées, etc. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué aussi d'une certaine manière. Au-delà de ça, ma mère, elle a eu 3 fils, dont moi, dont un autre qui était vraiment, vraiment pas facile. Et pendant toute notre enfance, elle s'est vraiment occupée de nous. Et en parallèle, elle avait des soucis de santé. Et pendant toute notre enfance, et même jusqu'à la limite de mes 30 ans, je n'avais jamais remarqué qu'elle avait ces soucis de santé. Et en fait, avec le recul, quand j'ai découvert ça, ou quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais la force qu'elle a eue pour s'occuper de trois garçons. Et à aucun moment donné, j'ai eu le moindre doute sur le fait qu'elle allait toujours être là pour nous. J'ai jamais remarqué qu'elle avait le moindre souci de santé. J'ai jamais eu, toute notre enfance, et encore aujourd'hui, on a reçu un amour terrible de nos parents, y compris de ma mère. Et au-delà de ça, de par sa situation, elle a fait une preuve d'une force incroyable. Et donc, si je dis tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a une forme d'empathie, une forme de connaître l'importance de la reconnaissance des autres pour son travail, la force que quelqu'un peut avoir et le montrer au quotidien. Côté exemplarité et puis le côté amour aussi finalement que j'ai eu la chance d'avoir, tout ça je pense a fait qui je suis. Et donc de là, la personne que j'étais en 2013 a eu une demande, c'est un pote qui m'a demandé de l'aider à construire une école au Burkina Faso. Et j'ai dit oui. Et en fait, ça me paraissait normal en fait. Et je me suis demandé, mais tiens, d'où vient que pour moi c'était normal? Je pense qu'en fait j'avais toutes les conditions qui avait germé en fait depuis mon enfance pour considérer ce que je faisais comme normal, en tout cas pour accepter ça comme quelque chose d'important à faire. Et on a construit une école, une deuxième école, on a construit un deuxième dortoir pour des jeunes filles, on a octroyé des bourses de scolarité. Et pour en arriver à la question du climat, parce que je suis parti de loin, pour arriver à cette question-là, on a d'une certaine manière un peu vécu les conséquences du changement climatique au Burkina Faso. Comment? De manière assez simple. Le changement climatique réduisait la saison des pluies. Et la réduction de la saison des pluies, en fait, avait pour conséquence de réduire les récoltes des paysans et des paysannes, qui réduisaient du coup leurs revenus. Et l'une des premières dépenses que ces paysans et ces paysannes réduisaient, c'était les frais de scolarité de leurs jeunes filles, qui du coup allaient impacter. Nous, on se rendait compte dans les inscriptions des jeunes filles qu'on avait au lycée. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à la question du changement climatique. C'était lors d'un voyage, c'était en 2017, donc j'avais déjà 30 ans, donc j'ai vraiment pris connaissance très très tard par rapport à toi de cette question-là, ces enjeux-là. Et en m'y intéressant un tout petit peu, le changement climatique, c'est une triple inégalité énorme, qu'elle soit nord-sud, qu'elle soit intergénérationnelle et qu'elle soit entre les riches et les pauvres. Pourquoi est-ce qu'elle est énorme? C'est parce que
les émissions de gaz à effet de serre sont majoritairement émises par les personnes qui n'en subissent pas les conséquences. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement injuste, et donc ça m'a paru normal, ou en tout cas évident, d'y consacrer du temps et de m'engager là-dedans à partir de 2017-2018. J'ai fait long, mais je pense que c'est important. Non, c'est important parce que c'est des récits de vie et je pense que ça peut parler à énormément de personnes. On parlait d'ailleurs avec Maïté qui est aussi venue sur cette chaîne d'empathie. Je pense que tout peut partir en fait de là. Elle parlait de cours de l'empathie qui avait lieu au Danemark. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, au-delà de ces 3 aspects dont tu as déjà parlé du changement climatique, aujourd'hui on en est où? C'est quoi un peu le constat? Je me rappelle un peu de ce schéma du GIEC là, qui montrait en fonction des différents scénarios qu'on va prendre collectivement, en tant qu'humanité, ça aurait des impacts si tu es né en 2000 ou si tu es né en 2020. Voilà, je sais que c'est une grosse question, peut-être pour des personnes qui sont moins sensibilisées à ces questions. Aujourd'hui, c'est quoi un peu le constat global, quoi? Ok, au niveau global, au niveau Belgique, les deux. On va commencer par la Belgique, et puis on va peut-être faire rapidement ça au niveau global. En fait, au niveau de la Belgique, les conséquences, on les voit déjà. On a eu des grosses canicules les dernières années, on a eu des grosses inondations les dernières années. Il y a des périodes de sécheresse assez longues et ça a des conséquences. Donc ça, c'est des conséquences directes qu'on va appeler du changement climatique, des conséquences liées au climat. Et puis il y a des conséquences indirectes. Si je prends un exemple un peu d'actualité, quand il y a un redout sorti de l'hiver et puis qu'il y a de nouveau des fortes gelées, les agriculteurs en fait voient leur culture anéantie. Et donc pour eux, c'est terrible. Quand on a vu les inondations, ça a détruit des maisons, ça a tué des personnes, mais au-delà de ça, derrière, il faut reconstruire. Il faut reconstruire des écoles, il faut reconstruire des routes, il faut reconstruire toute une série de choses. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent, de l'argent public, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les pertes, les dégâts sont pris par la collectivité, bien que les émissions ne le soient pas forcément. Toujours est-il que cet argent public-là n'est du coup plus disponible pour d'autres choses. Ça veut dire que demain, si on maintient cette même logique, parce qu'il y a aussi un risque que les assurances ne couvrent plus ou plus aussi bien à moyen terme, on va se retrouver dans une situation où on va avoir moins d'argent public pour bénéficier de pour tous les services qui sont aujourd'hui fournis par le public. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et des conséquences indirectes comme ça, elles sont parfois pas spécialement visibles. Aujourd'hui, typiquement dans la vallée de la Vesdre, il y a toute une série d'éléments qui ont été transportés pendant les inondations, qui ont généré des pollutions des terres, et qui ont aussi détruit en fait le lit de la rivière, détruit les zones de traitement d'eau, qui fait qu'aujourd'hui on est encore en train de reconstruire. Donc ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. On est en train encore de reconstruire tout ça, et donc en fait ça reprend du temps après. Et pour tout ça, il faut de l'énergie, il faut du temps et il faut de l'argent. On parlait quand même d'un assez gros montant, non? Suite aux inondations. Ouais, j'ai pas le montant en tête, mais oui, c'est des montants énormes, oui, bien sûr. Et du coup, au niveau global, pour résumer à quelqu'un qui n'aurait pas trop de connaissances globales sur la problématique, à quel point elle touche justement tout le monde, mais de manière inégalitaire, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, au niveau... Donc ça, c'est les conséquences du changement climatique qu'on connaît déjà aujourd'hui. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que demain, les conséquences vont s'empirer, elles vont s'amplifier en termes d'intensité, en termes de fréquence. Donc il va y en avoir plus souvent et ça va être plus fort. Si je prends un exemple tiré du rapport du GIEC, une canicule extrême qui avait lieu tous les 50 ans entre 1850 et 1900, elle avait lieu une fois en 50 ans dans un scénario à 4 degrés. J'expliquerai après les scénarios. Dans un scénario à 4 degrés, elle aura lieu 40 fois. Donc elle aura lieu 40 fois plus souvent. Et une canicule, en été, c'est pas agréable, ça a des conséquences. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2019, il y a 500 000 personnes en Europe qui sont mortes de canicule. Et en fait, si on observe chacun des événements climatiques qui peuvent avoir lieu, la fréquence et l'intensité vont augmenter. Ouais. Là, j'ai pris un exemple, on peut en citer d'autres. Et donc, il y a différents scénarios. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir en tête ce qu'on appelle les scénarios. Bien sûr. Aujourd'hui, on est à une augmentation de 1 point, 1,2. Avec des conséquences qui sont analysées, étudiées par le GIEC. Donc le GIEC, c'est un groupe d'experts sur l'évolution du climat. Quand on analyse ces scénarios, les scénarios idéaux, c'est plus 1,5, plus 2 degrés. Limiter le changement climatique limitera les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de 4 degrés. Quand je dis sur une trajectoire, ça veut dire que c'est pas certain qu'on va atteindre 4 degrés. En fait, on a le choix. En fonction de ce qu'on décide de faire aujourd'hui, d'agir aujourd'hui, on va pouvoir limiter finalement les conséquences du changement climatique demain. Tout en sachant aussi, et c'est important de dire, le climat, c'est un enjeu écologique,
Il y a une perte de la biodiversité qui est terrible aussi, qui a un rythme qui s'accélère de 100 fois par rapport à ce qui était connu par le passé. On a des zones qui sont déforestées de plus en plus, une artificialisation des sols qui augmente. Il y a ce qu'on appelle le concept des limites planétaires, dont tu as peut-être déjà parlé sur ta chaîne, où il y a 9 limites. Les limites planétaires, en gros, ou les frontières planétaires, c'est des frontières à ne pas dépasser pour maintenir les conditions de vie sur Terre possibles. Sur les 9, on en a déjà dépassé 6, et le climat est une de ces 9 limites que j'ai essayé d'un peu d'expliquer. Et du coup, il y a un terme que je trouve assez intéressant, quelque chose qui revient souvent par rapport à ça, c'est la responsabilité de chacun et de chacune, des acteurs, différents acteurs de la société. On comprend que ce problème est hyper complexe, on dit souvent qu'il est systémique. Un schéma que j'aime bien, c'est le triangle de l'inaction, et donc la responsabilité, comme je viens de dire, des acteurs et actrices. Est-ce que tu peux brièvement expliquer pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce que c'est ce triangle de l'inaction et pourquoi c'est important que chacun des acteurs et actrices prenne sa responsabilité? Oui, donc le triangle de l'inaction, en fait, à chaque point du triangle, il y a un acteur différent. À une des pointes, il y a les citoyens et les citoyennes, à l'autre pointe, il y a les entreprises, et la troisième pointe, c'est l'État, les pouvoirs publics. Et le triangle d'inaction, ce que ça dit assez sommairement, c'est que chaque acteur renvoie la balle aux 2 autres acteurs pour ne pas agir. Pour prendre l'exemple des citoyens et des citoyennes, ils vont dire, en fait, les gros pollueurs sont les grosses entreprises, les grosses industries, c'est à eux d'agir, c'est pas à nous. Nous, on a un pouvoir d'action qui est limité, c'est à l'État de prendre des mesures plus strictes, plus sévères, pour limiter le changement climatique, pour imposer aux entreprises, aux citoyens d'agir différemment, de se comporter différemment. Et donc en disant ça, le citoyen en fait dit en fait du coup c'est pas ma faute, c'est à eux de bouger. L'État va pouvoir faire exactement la même chose. Il y a les élections qui ont lieu bientôt. Et en fait ils vont dire en fait quand on regarde les élections, on ne voit pas dans les résultats électoraux que le climat est une priorité. Donc on estime qu'on va pas prendre des mesures drastiques pour le climat parce que pour les gens qui nous ont élus, c'est pas une priorité. Et parallèlement à ça, ils vont dire quand on met en place des mesures pour les entreprises, elles ne veulent pas de ces mesures, elles sont contre ces mesures, elles font pression pour ne pas avoir ces mesures, et elles disent qu'elles ne seront plus compétitives si ces mesures sont appliquées. Donc en fait, c'est aux entreprises de, par elles-mêmes, s'organiser pour être plus compétitives. C'est une vision assez libérale des choses. Et les entreprises, elles vont dire, pareil, en fait, c'est l'État qui doit mettre des mesures pour que le marché, entre guillemets, et les règles du marché soient les mêmes pour tous et toutes, tous les acteurs. Et si les règles sont les mêmes, alors la compétition est OK et on va pouvoir développer des produits et des services plus compatibles avec les enjeux. Et les entreprises vont dire aux citoyens, mais en fait, nous, quand on propose des produits plus éco, les gens ne les achètent pas, les gens ne veulent pas de ça, et donc en fait, si jamais les gens ne veulent pas, on va faire faillite, et donc on ne peut pas proposer, développer cette activité. Pour sortir de là, parce que je pense que c'est extrêmement important d'en sortir, c'est peut-être ta question. Un peu. Suivante. En fait, je pense qu'on a tous des champs d'action qui sont très différents. En tant que citoyen, j'ai un champ d'action qui est beaucoup plus limité qu'une entreprise de 2 personnes, qu'une entreprise de 100 personnes, qu'une entreprise de 1000 personnes. Il y a un champ d'action qui grandit. Les pouvoirs publics, l'État a un champ d'action encore plus important. Je pense que ça, c'est inévitable. Néanmoins, je pense qu'il faut chacun et chacune se concentrer sur son champ d'action, sur le rôle que l'on a, et agir au sein de ce champ d'action. Si je prends 2 exemples au niveau de la mobilité et de l'alimentation, par exemple au niveau de l'alimentation, je peux très bien me dire, une des recommandations, c'est de manger plus de protéines végétales, de manger plus végétarien, de protéines végétales. Aujourd'hui, si je fais mes courses, je choisis de ce que je mets dans mon assiette, j'ai le choix. Personne n'impose aujourd'hui ce que je mange pour manger végétarien. Mon champ d'action sur mon alimentation est très élevé. Personne ne décide, si on vit en communauté, en famille, en ménage, il y a des petits usages à faire, mais en tout cas, je peux manger facilement plus végétarien. Et ça ne dépend pas des entreprises forcément, et ça ne dépend pas forcément de l'État. Au niveau de la mobilité, si j'habite à 40 km de mon lieu de travail, et qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'il n'y a pas de bonnes pistes cyclables, je ne sais pas y aller autrement qu'en voiture individuelle. Et donc là, je ne vais pas construire moi-même une piste cyclable, c'est tout à fait normal. Donc au niveau de mon entreprise, si mon entreprise ne me permet pas de télétravailler ou n'organise pas du covoiturage entre les différentes personnes qui y travaillent, que ce soit au niveau de l'entreprise, par exemple au niveau d'un espace comme un zoning industriel, je ne sais pas y aller en covoiturant, par exemple. En tout cas, ce n'est pas facilité. Là, mon champ d'action pour me rendre à mon travail à 40 km est beaucoup plus limité. Et donc justifierait beaucoup plus facilement cette inaction. Et donc voilà, ça c'est un peu, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre quel est son champ d'action,
pour déjà agir au sein de ce champ d'action, tout en sachant aussi que le problème est systémique et que chacun doit jouer un rôle et qu'à un moment donné, il faut que les pièces du puzzle s'assemblent pour arriver dans un changement beaucoup plus radical, beaucoup plus important en tout cas. Ouais. En parlant justement d'actions à mettre en place, on disait tout à l'heure, tu es le cofondateur de Neonéa. C'est une plateforme d'action citoyenne pour le climat qui propose toute une série d'actions. Vous avez référencé énormément d'actions individuelles et collectives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et aussi également, on a travaillé ensemble sur ce dossier des 12 discours de l'inaction qui rejoint un petit peu le triangle de l'inaction qu'on mettra en description évidemment. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces deux outils qui sont à notre disposition? Oui, alors Neonéa, en fait, c'est effectivement, donc la vision de Neonéa, en fait, c'est de développer des outils qui peuvent être appropriés par tout le monde, avec 3 objectifs: comprendre, se questionner et agir. Donc il y a la plateforme que tu as évoquée, sur laquelle on peut calculer son empreinte carbone. Calculer son empreinte carbone, c'est quelque chose qui prend 5-10 minutes, et ça va permettre de comprendre les ordres de grandeur des impacts à travers son quotidien. Dit autrement, si je dis aujourd'hui la Belgique émet environ 100-110 millions de tonnes de CO2, ça ne veut pas dire grand-chose pour grand monde. Par contre, si moi je dis je fais autant de kilomètres, je mange comme ceci, j'habite dans tel type de maison, j'ai tel type d'objet numérique pour me divertir, voilà le nombre d'habits que j'achète. En fait, on va partir du quotidien des gens pour leur faire comprendre qu'en faisant ça, ça émet autant d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette compréhension-là, en fait, elle est nécessaire pour savoir de quoi on parle, comprendre les ordres de grandeur. Donc ça, c'est vraiment la première partie, comprendre. On a une plateforme, on a un calculateur d'empreinte carbone, on organise aussi un atelier qui s'appelle l'atelier Neonéa empreinte carbone qu'on va utiliser pour sensibiliser sur les ordres de grandeur. L'idée, c'est que cet atelier soit autoportant, c'est-à-dire que si je veux le donner à des amis, je puisse suivre une petite formation et le donner moi-même à mes amis, sans que quelqu'un vienne... Un petit peu comme les fresques du climat. Exactement, un peu comme les fresques du climat. Ensuite, il y a la partie se questionner. Une fois qu'on comprend un petit peu la hauteur de la marche, c'est-à-dire que l'empreinte carbone belge moyenne est de plus ou moins 13 tonnes et demie, idéalement, on doit arriver en 2050 à 2 tonnes. C'est énorme. Le gap, c'est divisé par 6. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si aujourd'hui, je gagne 1800 € par mois et que demain, je dois diviser par 6 mes revenus et donc je dois arriver à vivre avec 300 €. Ça, c'est pour donner l'ordre de grandeur. Hein. C'est une métaphore qui n'est pas forcément bonne, mais l'idée, c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est énorme. Et donc, il faut se questionner sur la manière d'y arriver, sur qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui doit changer dans la société pour y arriver. C'est extrêmement important de se poser les bonnes questions. Et puis, il y a la partie agir. Et donc là, dans la partie agir, effectivement, on a référencé des actions individuelles, on a référencé des actions collectives. Pour faire simple, nous, on dit une chose qui est la suivante. Si vous avez une empreinte carbone qui est en deçà de 6 ou 7 tonnes, vous avez fait votre part individuelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des personnes qui ont des revenus les plus bas en Europe ont une empreinte carbone moyenne de 5,2 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont dans des situations plutôt précarisées, difficiles, on ne va pas leur demander demain d'agir encore plus, de réduire encore plus. Et si on est à 6 tonnes ou en deçà, moi j'ai toujours après passer au collectif. Influencer les personnes qui ont des hautes empreintes carbone, faites en sorte que des décideurs comprennent les enjeux climatiques, faites en sorte que des lois soient mises en place. Et pour arriver à cette action collective, pour influencer les autres, ce que je conseillerais, c'est de ne pas le faire seul. C'est très difficile de faire les choses seul. Comment est-ce que j'ai accès ne serait-ce qu'à quelqu'un qui décide d'une loi en Belgique tout seul? Et donc là, je conseillerais de rejoindre des communautés qui, du coup, au sein de ces communautés, on va être à l'aise, on va s'entraider, on va chercher des pistes. Il y a la fresque du climat, ils ont une communauté de fresqueurs qui donnent des fresques du climat, il y a toute une série d'autres fresques, dont la fresque des nouveaux récits. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Et donc toute une série de fresques, et en fait, il y a les shifters qui font notamment du plaidoyer, qui essayent d'influencer plutôt des règles, des lois, des règles au niveau de la région. On va retrouver Buffet Belge qui va plutôt organiser des manifestations non violentes, mais peut-être qu'Adélie en avait parlé quand elle était venue. Voilà, il y a toute une série d'acteurs, là j'ai cité ceux que je connaissais, mais il y en a un paquet d'autres dans lesquels on va pouvoir s'intégrer et du coup ne plus se sentir seul et agir pour influencer le collectif. Prendre un exemple très simple, le cas d'une fresque du climat, ça nécessite de se former, d'avoir du matériel, d'organiser l'événement, de faire venir des gens à l'événement. Et donc tout ça sont potentiellement des compétences différentes et des choses que moi je n'ai pas
seul, c'est pas des compétences que j'ai uniquement moi. Ouais. Et le fait de faire partie d'un collectif, on va assembler ces compétences et ensemble on va arriver à porter des projets d'ampleur bien plus importante que ce que j'aurais pu faire, ce que l'on peut faire individuellement. Et donc ça, c'est vraiment le message que je trouve extrêmement important, c'est à un moment donné, ne pas aller chasser les derniers kilos de CO2 pour réduire son empreinte carbone. Ouais. C'est pas du tout le but de Neonea. C'est pas du tout un message que je trouve bon à communiquer, c'est réfléchir à comment avoir un impact collectif, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi donc le dossier sur lequel on a travaillé ensemble avec d'autres personnes aussi, sur ces 12 discours pour justement passer à l'action et passer au-delà, mais tu en parleras mieux sûrement. Donc en fait, un constat qu'on a eu, c'est que quand on parle de climat, il y a toute une série de gens qui sont démotivés ou qui ont des arguments qu'on entend souvent, ce qu'on appelle les discours de l'inaction. Historiquement, c'est d'abord le changement climatique qui a été décrédibilisé, et puis on a dit en fait, ok, le changement climatique a lieu, mais c'est pas la faute de l'homme. Ouais. Et puis après, on a dit, ouais, mais en fait, les scientifiques sont corrompus, donc il y a une attaque sur les scientifiques. Et puis on a dit, oui, mais en fait, le changement climatique, c'est pas si grave que ça, faut minimiser. Et puis maintenant, c'est un autre type de discours qui a été étudié, donc je pourrais mettre aussi en référence sur l'article scientifique, qui a identifié 12 discours de l'inaction. Comme par exemple dire, en fait, de toute façon, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Et c'est très frustrant quand on porte la cause du changement climatique, ou n'importe quelle cause, quand on entend un argument qu'on connaît qui est faux ou qui amène à l'inaction. En fait, c'est comment est-ce que je réponds à ça? Parce que sinon, je suis frustré de ne pas avoir répondu. Et donc, nous, ce qu'on a fait, en s'inspirant de choses qui existaient déjà, c'est de développer en fait un espèce d'atelier, une animation, où on va former les gens à répondre à ces discours de l'inaction. Donc en gros, on va jouer à un jeu où je vais dire, voilà, moi je joue le climato-sceptique qui veut dire, oui, de toute façon, le changement climatique, non, pas le climato-sceptique, c'est un autre type d'argument. Climato-rassuriste. Oui, ou qui va dire, de toute façon, les technologies vont nous sauver, je vois pas pourquoi est-ce qu'on se tracasse. Voilà, technosolutionniste. Technosolutionniste. Et du coup, c'est qu'est-ce que moi je réponds à ça. Et en fait, si j'ai joué le rôle de quelqu'un qui répondait à ça, en fait, je vais pouvoir très facilement arriver à venir avec des arguments, que ce soit des arguments plutôt sous forme de questions. Mais qu'est-ce qui te fait croire que les technologies elles seules peuvent suffire? Est-ce que tu as par exemple un exemple de technologie qui aujourd'hui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Non, elles ont augmenté, elles augmentent depuis toujours, il y en a plein de technologies, c'est super. On va pouvoir parler de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est en gros quand une technologie est inventée ou quand une technologie permet de réduire la consommation d'énergie. Puisque ça réduit la consommation d'énergie, ça peut aussi réduire le coût. Et en fait, la conséquence, c'est que on va beaucoup plus l'utiliser. En fait. On va en utiliser beaucoup plus. Justement, en parlant de ces façons de parler autrement, tu sais, moi, je traite la question des nouveaux récits ici sur cette chaîne et aussi via mon travail d'enseignant. Pourquoi, à ton avis, les discours sur la préservation du climat est-ce que c'est pas à la base en fait un problème de discours? Est-ce que l'approche qu'on a globalement sur les actions pour la préservation du climat sont pas connotées un peu péjorativement et est-ce qu'il n'y a pas une manière, peut-être par le prisme des nouveaux récits, je dis souvent qu'il faut qu'on rend en fait la transition accessible mais aussi désirable. Plein de choses à dire là-dessus. Il y a les anciens récits qui peuvent aussi être inspirants. Quand on voit la chute du mur de Berlin, c'est quelque chose qui paraissait absolument impossible à réaliser quelques mois, quelques semaines avant que le mur ne s'effondre, et pourtant ça a eu lieu. Donc des grands changements peuvent avoir lieu et peuvent aussi être inspirants en se disant en fait finalement par le passé ça a déjà eu lieu. Et je pense qu'il y a de l'inspiration à chercher dans les anciens récits. Et je pense que les nouveaux récits ils existent déjà, mais qui méritent beaucoup plus de communication. Si je prends moi, pour parler de moi, aujourd'hui j'ai fait toute une série de changements dans ma vie que je ne regrette absolument pas, que j'adore. Pour prendre un exemple, je voyage beaucoup en train, j'adore voyager en train, c'est super intéressant. On est parti avec une amie en France, le voyage ça nous a permis de rattraper des mois pendant lesquels on ne s'était plus vu, on a discuté, c'était super chouette. On n'a pas le stress de charger la voiture, de garer la voiture, de conduire sur les autoroutes. J'ai appris à faire de la voile, parce qu'à un moment donné je voulais voyager plus loin, j'ai appris à faire de la voile et le fait de naviguer sur la mer, c'est aussi une expérience complètement nouvelle, c'est super chouette et c'est pas du tout carboné. J'ai pris des cours de dessin, je suis très mauvais en dessin, je reste mauvais en dessin, mais c'est quelque chose que qui est super chouette. La musique reste quelque chose de super intéressant à faire, même si ça c'est pas du tout mon domaine. Tout ce que je veux dire, c'est que dans les récits d'un nouveau monde, ou d'un monde à faire advenir,
il y a plein de choses géniales. Un autre exemple, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées dans tous les projets que j'ai portés. C'est des personnes extraordinaires qui ont vraiment enrichi mon quotidien et qui continuent de l'enrichir. Il y a plein de bonnes raisons. La cuisine végétarienne, c'est une cuisine que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découverte. Il y a plein de recettes intéressantes à découvrir et je me porte très bien et je trouve que c'est intéressant de découvrir d'autres choses. Donc voilà, je pense que ce récit quotidien, il y a plein de choses hyper chouettes, mais elles sont très peu visibilisées. Et au-delà de ça, je prends la question des vacances. On associe les vacances ou les voyages sont associés à l'avion, vont être associés à je pars loin et je passe un bon moment en vacances. C'est un récit qui a été construit aujourd'hui par la publicité, sauf que les vacances, c'est quoi? C'est un moment de temps libre avec mes potes, ou avec ma famille, ou avec des gens que j'apprécie. Et c'est ça que les gens adorent. Et ils ont peut-être tendance à l'oublier. Mais du coup, si je prends un tout petit peu de recul, je me dis, si on vit dans une société où on a besoin de moins, qui va plus lentement, des moments avec mes amis, avec ma famille, plus de temps libre, parce qu'on produit moins, en tout cas, on voit les choses différemment, je vais en avoir beaucoup plus. Et donc, je vais peut-être pas avoir un vol en vacances en avion de 2 semaines, mais je vais avoir ce que je vais chercher en allant, savoir voir mes amis, passer du temps avec mes proches, avoir du temps libre. Je vais en avoir plus. Et ça, je pense que c'est des récits qui sont très importants de relater, mais il y en a un paquet comme ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je ferais bien une vidéo justement sur le voyage et les nouveaux récits par rapport au voyage, mais ce sera peut-être pour après. Un truc qui revient souvent, c'est, tu as peut-être déjà entendu parler de la pureté militante. Donc c'est un peu cette espèce de vocation qu'il y a dans le milieu militant à vouloir chercher la perfection et toujours être meilleur. Et une question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu fais encore de mal, entre guillemets, ou que tu pourrais améliorer dans ton quotidien quand il en vient évidemment de parler du climat? Je trouve que c'est assez intéressant parce que, comme question, au sens où dans les nouveaux récits, je pense que la question, cette question-là, je l'inverserais, je dirais, qu'est-ce que tu as gagné en fait? C'est quoi le nouveau récit que tu as à dire dans ce que ça t'a amené, plutôt que d'aller chercher dans c'est quoi la difficulté que tu as eue, ou des choses que tu n'arrives pas encore à faire, il y en a, hein. Mais plutôt retourner la question au sens où, dans le cadre de nouveaux récits, dire plutôt que de poser la question de ce qui est encore dur ou les dernières actions que je pourrais améliorer, il faut dire en fait qu'est-ce que tu as gagné à faire. Et là on part dans un nouveau récit. C'est vrai. Donc voilà, je peux te donner des non, des vas-y. mais... Dis-nous ce que tu as gagné du coup. Mais tu l'as déjà un petit peu dit avant. C'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est ça. ce que j'ai dit avant. Donc ouais. Ok. Alors, il ne me reste plus que mes dernières questions de conclusion, que j'aime bien aussi finir là-dessus. Tu vois ici qu'on a des petits bouquins inspirants sur la table. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir à ta place sur ce siège, que tu penses qu'il devrait être invité sur cette chaîne? Alors j'en ai 2. Je vais aller très vite. La première personne, c'est Quentin Lancrenon, qui fait partie des Shifters, et qui, je pense, arrivera bien à une vision de l'importance de l'action collective et de comment est-ce qu'on amène des personnes à agir collectivement. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette dimension d'action collective, cette réflexion systémique. Les Shifters, c'est 300 personnes en Belgique, donc c'est quand même pas une petite association, c'est 30 000 sympathisants dans le monde, mais il y a aussi cette vision un peu globale que je trouve importante à partager. Et l'autre personne, c'est Cécile van der Weert, qui est la responsable du Green Office de Liège, qui, de manière extraordinaire, a réussi à avoir un programme qui s'inscrit dans toutes les universités, quasiment toutes les universités et hautes écoles belges, francophones en tout cas. Et en fait, elle a cette capacité à fédérer. Et donc, je pense que ce message de fédération aujourd'hui, qu'on évite chacun d'agir chacun dans notre coin, elle arrive à le porter très très bien. Et en fait, au-delà de le porter, elle l'incarne. Et du coup, je pense que ce serait important de l'inviter aussi. Complètement, surtout que je travaille sur ces questions d'implémentation des enjeux climatiques dans les cursus universitaires. Donc, je serais ravi d'accueillir Cécile et évidemment Quentin aussi. Peut-être est-ce que tu veux annoncer encore une petite chose, partager un dernier conseil, un dernier mot de la fin pour terminer cet échange? Oui, je pense que si je dois terminer là-dessus, je prendrai une citation de Donella Meadows. Donella Meadows, en fait, c'est la co-autrice du rapport du Club de Rome ou du livre Les limites de la croissance, qui a été rédigé en 1972. Et donc toute sa vie, elle a travaillé sur la question des ressources, la question des limites, la question des technologies. Et elle dit cette chose qui je trouve assez remarquable. Elle dit aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de ressources, ce ne sont pas de technologies,
ce ne sont pas de métaux, de matériaux. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est cette capacité à nous écouter les uns les autres, à chercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. Et je trouve ça extrêmement inspirant de la part d'une personne qui a travaillé toute sa vie sur cette question cette question des matières, cette question des ressources. Donc voilà, je vais terminer par ça. Ouais, je te remercie, c'est très inspirant en tout cas. Et bonne chance pour la suite, j'espère te réinviter ici un jour. Ouais, merci beaucoup, avec plaisir. Salut.